Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités tout de suite. Anna de Boa Esperanza, bonjour, bienvenue. Vous êtes déléguée générale de l'Institut Randstad. À vos côtés, Alain Gavant, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur et co-responsable de l'Observatoire de l'autre cercle. Et je commence par définir, on va parler du baromètre 2022 de l'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde du travail. C'est pour ça que vous êtes ici. Mais c'est quoi l'autre cercle ? Alors l'autre cercle, c'est une association qui fête bientôt son 25e anniversaire, qui œuvre pour l'inclusion des personnes LGBT+, au travail, c'est-à-dire les personnes lesbiennes, gays, bi et transgenres, dans l'environnement professionnel. Oui, donc c'est vraiment très spécifique dans l'environnement professionnel. Et donc vous publiez ce baromètre chaque année. Baromètre, ça fait combien de temps d'ailleurs ? Alors nous avons créé ce baromètre en 2017, c'est le 3e. Donc il y a bien une dimension barométrique et nous suivons les évolutions de la situation quand même qui concerne 30 millions de personnes, population active. Et donc c'est important. Et 7% des personnes de cette population active sont des LGBT+. Donc c'est quand même loin d'être anecdotique. Évidemment. Je voudrais que vous nous disiez comment l'Institut Randstad a participé à ce baromètre. L'Institut Randstad, d'abord, c'est une structure à but non lucratif adossée au groupe Randstad France. Et nous avons partagé le baromètre, comme nous l'avons déjà fait lors de la première édition, à l'ensemble des collaborateurs du groupe Randstad France. D'accord, donc ça c'est votre participation. Vous avez signé, le Randstad a signé la charte d'engagement LGBT+. Ça consiste en quoi ? La charte consiste en fait elle nous aide, c'est un outil précieux, un levier d'action indispensable pour pouvoir observer nos pratiques et repérer, identifier les points d'amélioration et pouvoir mettre en place des actions adaptées avec le soutien de l'autre cercle et de toutes les organisations qui ont une expertise pour pouvoir nous accompagner sur ces sujets-là. Ouais. Alors on va, Alain Gavant, rentrer un peu dans le détail de ce baromètre. Déjà sur la situation générale. L'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du travail, est-ce qu'elle s'améliore, est-ce qu'elle se dégrade ? C'est quoi le constat ? Alors déjà, pour répondre à cette question, nous avons un échantillon extrêmement robuste, un échantillon, un panel de 1000 personnes représentatives de la population LGBT+, et 30 000 répondants de chez nos signataires. Donc là, les chiffres sont peu discutables. Alors la situation se dégrade, malheureusement. Elle se dégrade. Par rapport à il y a 2 ans, c'est-à-dire soit elle stagne, la visibilité des personnes LGBT+ au travail ne progresse pas, soit les LGBT-phobies augmentent. Et là, nous pourrons rentrer dans le détail, mais malheureusement, la situation ne s'améliore pas. Ça veut dire, par exemple, mais ça peut aller jusqu'aux agressions ? Elles ont été évaluées, détaillées ? Effectivement, donc 30% des personnes LGBT+, disent être victimes de LGBT-phobie. Alors ça va d'insultes, de colibets, de remarques désobligeantes, jusqu'à des agressions physiques ou des agressions sur les biens. Donc c'est quand même un chiffre qui est qui est quand même très fort, 30%. Des personnes LGBT+, qui se disent victimes de ces LGBT-phobies. Et alors, il y a un autre élément qui est important, c'est ce que vous appelez l'invisibilité au travail. De quoi on parle ? Alors, c'est 1 personne sur 2, et ce chiffre ne progresse pas par rapport à 2017 et 2019. Donc ça veut dire que 1 personne sur 2 a peur de dire qu'elle est homosexuelle, transgenre, bisexuelle, par crainte justement des agressions, des blagues, des mauvaises blagues, ou tout simplement de stéréotypes dont elle pourrait être victime. Donc ça, c'est quand même un bon indicateur, le fait qu'1 personne sur 2 n'ose pas parler autour de la machine à café du conjoint, de son conjoint de même sexe, de parler de sa situation personnelle, c'est quand même un indicateur qui est quand même assez effrayant, puisque ces personnes n'osent pas être elles-mêmes, elles n'osent pas effectivement affirmer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Anna de Boa Esperanza, donc vous avez, l'Institut Randstad a participé, je le rappelle, à ce baromètre. Je crois que vous avez eu 900 personnes qui ont répondu. Parfaitement. 63 personnes qui se déclaraient LGBT+. Est-ce que vous faites un peu les mêmes constats ou est-ce qu'il y a une visibilité quand même plus importante parce que finalement l'entreprise a signé cette charte d'engagement ? Comment vous l'évaluez ça ? S'agissant du groupe Randstad France, les résultats sont plutôt positif, puisque nous avons 98 personnes des répondants qui considèrent l'entreprise comme une entreprise LGBT+ friendly et qui sont prêtes à la recommander.
En revanche, c'est vrai que sur la question de la visibilité, nous avons 90 personnes de ces personnes, des répondants, qui estiment que le fait d'être non visible est un point positif pour leur parcours professionnel et pour leur équilibre, enfin comment dire. Je veux juste être bien sûr, vous avez dit que c'est 90% des répondants qui disent je préfère ne pas dire que je suis LGBT+, c'est ça? Tout à fait. 90% des personnes se déclarant LGBT+, disent que le fait d'être non visible est un point positif pour leur parcours professionnel. Ouais. Ça, c'est quand même intéressant. Donc ça veut dire, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forme d'autocensure aussi. Alors c'est lié à ce que vous décriviez en amorce, c'est-à-dire les colibets, parfois les agressions. Mais il y a aussi une forme d'autocensure. Est-ce que vous diriez ça? Oui, il y a une autocensure et la thématique de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre est encore trop considérée du registre de la vie privée. C'est-à-dire que être hétérosexuel, c'est pas privé, mais être homosexuel, c'est privé. Donc il y a un vrai paradoxe aujourd'hui, et donc il faut effectivement travailler sur cette visibilité, faire émerger des rôles modèles, faire en sorte que les entreprises s'engagent pour mettre le sujet sur la table. Et pourtant, Anna de Boa-Esperanza, je regarde dans les résultats de l'étude, en fait, ils ne se sentent pas discriminés au sein de l'entreprise. Donc, il y a un paradoxe. C'est exactement, c'est là où il y a un paradoxe, parce qu'au sein de notre organisation, 100% des personnes se sentent complètement incluses et la parole est libre. Et par ailleurs, nous avons mis en place énormément d'actions, de formation, de sensibilisation. Nous avons été signataires de la charte dès la première édition. Le baromètre, nous le partageons aussi. Nous avons des formations en e-learning, des formations spécifiques, même dans nos accords d'entreprise. Dans l'accord égalité femmes-hommes, par exemple, il y a des actions spécifiques dédiées aux personnes LGBT+, notamment des mesures pour les personnes qui s'engagent dans un parcours de procréation médicalement assistée, qu'il s'agisse du couple de même sexe ou non. Donc, cela nous oblige, en fait, parce qu'effectivement, il y a une forme d'autocensure, mais c'est à nous, l'entreprise, nous ne pouvons pas laisser porter cette responsabilité uniquement aux personnes LGBT+. C'est à nous, ensemble, entreprise, avec l'ensemble de nos parties prenantes, de faire en sorte que les personnes se sentent davantage rassurées, de créer des conditions d'une véritable inclusion pour toutes et tous. Alors là, c'est intéressant parce qu'on rentre dans la partie solution, et moi j'aime bien dans cette émission être positif et proposer des solutions. Alors la charte d'engagement, ça fait partie des solutions Ça fait partie des solutions puisque déjà les résultats sont meilleurs dans les entreprises engagées. C'est-à-dire là où on signe une charte, là où on s'engage sur la thématique LGBT+, il y a plus de visibilité, 60% versus 50%, il y a moins de LGBT-phobie. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, il y a un effet. 180 entreprises, organisations ont signé cette charte et les résultats sont meilleurs que dans le panel représentatif population française. Donc effectivement, comme le disait Anna, ce qui est important, c'est de créer un environnement inclusif pour que chacun puisse se sentir bien et puisse donner le meilleur de soi-même. Et ça, c'est la responsabilité de l'entreprise. Donc c'est aussi le rôle du management de recadrer, notamment lorsqu'il y a des dérives LGBT-phobes, et puis aussi de favoriser le respect, quelle que soit la différence de chacun. Le management de proximité, vous insistez là-dessus, pourquoi? Parce que c'est lui qui est aux premières loges, c'est lui qui va recadrer, qui va effectivement rappeler à l'ordre un collaborateur qui va franchir la ligne rouge, qui va par exemple donner une blague, faire une blague du genre c'est pas un boulot de PD. Cette réflexion qui peut être anodine, eh bien elle peut être violente pour une personne qui se sent concernée. Donc c'est vraiment à l'encadrement de proximité d'agir au quotidien, mais c'est aussi à la direction au plus haut niveau de donner les lignes directrices. Comment ça se passe chez Randstad là-dessus, justement, pour faire finalement ce que j'entends, c'est faire un peu diffuser ou infuser ces bonnes pratiques à tous les leviers, à tous les niveaux de l'entreprise, quoi. La formation de l'ensemble des managers, les managers de proximité notamment, et de tout nouvel entrant également, et surtout des piqûres de rappel régulières à travers des modules de e-learning qui sont avec des mises en situation sur les discriminations. Et c'est aussi tous les autres outils qu'on va mettre en place dans le cadre encore des accords d'entreprise pour appuyer tout ce qui est déjà proposé par le baromètre, l'autre cercle, etc. C'est un comité éthique
qui va statuer sur toute discrimination, tout propos homophobe qui est sanctionné et qui ne doit pas exister en entreprise. Ouais. Vous voulez faire ressortir ce que vous appelez des rôles modèles. Alors on peut peut-être expliquer ce qu'est je comprends, mais ce qu'est un rôle modèle dans le détail. Alors le rôle modèle LGBT+, c'est une personne qui réussit et qui explique qu'elle peut être homosexuelle, bisexuelle, transgenre et que ça ne lui cause pas un préjudice dans sa réussite professionnelle. C'est une figure d'identification. Et quand nous avons des dirigeants qui disent voilà, je suis gay, circuler, il n'y a rien à voir, c'est inspirant pour l'ensemble de l'entreprise. C'est très important. Donc en 2019, nous avons lancé une édition rôle modèle et tous les ans, nous sélectionnons 100 rôles modèles dont nous publions la liste. Et ça contribue à faire bouger les lignes, à faire évoluer les mentalités. Ouais. Vous le voyez concrètement, ça ? C'est-à-dire que oui. Tout à fait. Dans une entreprise, il y a des gens qui vont d'un seul coup oser assumer leur sexualité comme un hétérosexuel l'assume. Exactement. Hein. Donc c'est vraiment extrêmement inspirant. Et toutes les entreprises où effectivement nous avons fait émerger des rôles modèles, on nous disait que c'était impossible en 2019. Hein. On nous disait vous ne trouverez jamais de dirigeants LGBT. Et dans ces entreprises, il y a eu un vrai impact. Mais c'est souvent aussi parce qu'il y a d'autres actions qui sont menées, comme le disait Anna, des formations. Et puis aussi, il y a un autre point important, former, sensibiliser, faire évoluer les mentalités au travers de ces rôles modèles, mais c'est aussi sanctionner les comportements LGBT-phobes, comme toute forme de racisme, de sexisme, etc. Donc il y a à la fois la dimension positive, mais aussi la sanction qui est également très importante sur ce type de sujet. Ouais, il y a certains des salariés dans le chat qui jouent ce rôle qui sont rôle modèle d'une certaine façon, parce que moi je me dis, c'est quand même se mettre aussi un poids supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un engagement. C'est un engagement et c'est surtout de l'action, puisque l'idée c'est aussi d'être les porte-parole, d'être une oreille attentive aussi pour justement casser les stéréotypes, pour amener les collaborateurs à se sentir libres. Et il y a dans les rôles modèles, il y a plusieurs catégories. Moi-même, j'ai eu la chance d'être élu le rôle modèle allié en 2020. Et grâce à cela, j'ai des personnes au sein de l'entreprise qui m'ont contacté pour faire part de leur situation. Et là, suite au baromètre, nous avons plus de 52% des collaborateurs qui estiment que le fait d'adhérer à la charte et aussi d'avoir des rôles modèles en entreprise, il y en a d'autres, il y a Aline Crépin qui est au comité exécutif, et nous continuons à faire la promotion pour que d'autres puissent se candidater. C'est un outil important puisque les collaborateurs ayant répondu à l'enquête estiment que c'est un outil et c'est un levier qui peut les inciter à se déclarer. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce baromètre 2022 de l'inclusion des personnes LGBT+ en entreprise dans le monde du travail. C'est l'heure de Smart Ideas. La bonne idée du jour, c'est Croque-Fork.